Alors, je vais surtout vous parler en français, mais je vais essayer de faire un petit résumé en anglais en 2 fois pour que vous puissiez suivre plus facilement. So I'm talking about silver coins in Africa. The most recent is Maria Teresa Dollar, but before many other silver coins have been in Africa and have a special story. Maybe you can be interested by one of the last silver coins minted in France, but used in Western Africa. It's more a medal minted after 20 years after independence. And you can see the mark of un poids pesé, la poudre d'or. I don't remember. You can look on this face a fish who was a weight used to for gold powder in Ghana. So you can first, I want to show you the map of Africa because all of us are not so accustomed to this continent. Silver coins have been used especially by traders to pay along the tradeways. Alors, there are 2 kinds of tradeways by inside of the continent, especially from Libya to Niger, around these mountains called Fezzan, and from Fezzan, one road were going to southern Niger, and the other were going to the eastern part of Chad. And another was along the Nile River, the Nile Valley, until the heart of eastern part of Africa. And one other road was by Atlantic, along the coast, and from 19th century, ships, Portuguese ships, were going along Atlantic, southern part of Africa, and were going to India continent. So we can learn the history of silver coins by very few documents. When you are reading the accounts, the books written by Arabic medieval writers and by modern European writers, there is absolutely nothing about the coins themselves. For trade, people use the word of local European coins to tell we have trade for this sum, this with we had some thousands pounds, some thousand piastres to pay some traders, but nothing more. We don't know the coins used by people to trade. But after, when we begin to read the papers and the letters written by the director of forts, these forts were the owners of forts along
along this part of Western Africa were commercial companies and special place where traders were very important, where Saint Louis at the mouth of Senegal, Senegambia, Ghana, and a little the southern part of Congo here with Luanda. And they especially use the coins to pay the trade for slaves. But only them were telling what kind of coins they used to pay slaves. Nothing in the other papers. Maintenant, je passe en français, qui est beaucoup plus facile pour moi. Alors, donc, je reprends l'histoire des monnaies frappées en argent utilisées en Afrique est extrêmement mal connue parce que les documents, aussi bien à l'époque médiévale qu'à l'époque moderne, eux-mêmes assez proches de nous, ne parlent pas des monnaies que l'on trouve sur la côte africaine, dans les échanges. Et il est de bon ton de dire je vais utiliser la photo comme ça. Il est de bon ton de dire que l'on utilise uniquement des objets pour payer les échanges. Alors ici, non, pardon, c'est pas grave. Ici, vous avez l'objet qui a été largement utilisé jusqu'à la fin du XIXe siècle pour payer un certain nombre d'échanges, notamment les esclaves, mais pas uniquement. Ça pouvait être aussi pour payer les bois, pour payer différents matériaux, et qui sont des grands plats de cuivre qu'on appelait les neptunes. Et sur les dessins du XVIIIe siècle, qui accompagnaient les récits de voyageurs, donc des textes à côté très officiels, on ne voit apparaître que ce genre d'objets. Effectivement, en Afrique, les paiements se faisaient surtout en objets réalisés en cuivre et en fer, qui étaient les deux métaux les plus appréciés. L'argent l'était peu et l'or n'apparaît vraiment qu'à partir du moment où il y a une commercialisation avec un étranger très lointain. Alors, ces pièces en argent ont pu parvenir dès le Moyen Âge par le circuit Oh, sorry, excuse me. Thank you. Les pièces en argent ont pu arriver par le circuit libyen dont je vous parlais. Et du sud du Niger, c'est arrivé jusqu'à la boucle du fleuve Niger. Et de là, les commerçants locaux les ont acheminés vers d'autres régions. Une autre voie passait aussi par la boucle du Niger et arrivait sur la côte sénégalaise et la côte sénégambienne. Et il y avait certainement des pièces de monnaie qui arrivaient avec les gens,
mais dont on n'a jamais vu la trace. Et la monnaie de compte utilisée dans les récits arabes n'est pas le dirham, la pièce en argent, mais le dirham, qui est transcrit sous l'étiquette de miktal dans la plupart des cas. Les commerçants européens, quand ils vont reprendre la côte, le commerce avec la côte occidentale, eux vont reprendre d'abord les mêmes circuits vers l'intérieur que les commerçants arabes. Ils vont se calquer sur les modèles connus par les populations locales. Et là, leur récit va reprendre les monnaies de compte utilisées en Europe, même si on ne les voit absolument jamais apparaître. Et ce qui est pour moi le plus surprenant, c'est que dans les inventaires, les connaissements des navires, n'apparaissent jamais mention de pièces de monnaie. Alors que, comme disait Georges de Perrault hier, quand un navire fait naufrage, on trouve des trésors monétaires à l'intérieur. Mais là, sur les connaissements, il n'en est jamais question. Et puis il faut savoir qu'au XVe siècle, les navires portugais acheminaient tout le long de la côte, jusqu'en Inde, des pièces en argent qui étaient réclamées par l'Inde. Il est étonnant qu'il n'y en ait pas un petit peu qui soit resté sur la côte africaine. Pas de traces. Et puis, toute la côte africaine a été pendant des siècles, jusque vers le milieu du XIXe siècle, impliquée dans le commerce avec l'Amérique. Et pour une partie des activités avec la côte américaine, il y avait traces d'usage de pièces de monnaie en argent. Ne serait-ce que parce que les Européens essayaient de trouver des sources en argent, des sources d'argent en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Il n'en est strictement pas mention dans le commerce, dans les connaissements des navires qui circulent le long des côtes africaines. Alors, autre information qu'il faut savoir, c'est que les relations entre la péninsule ibérique et puis la côte nord-africaine sont très anciennes et qu'à l'époque médiévale, puis au tout début de l'époque moderne, il y a des échanges extrêmement fréquents, parfois très perturbés par la politique et les guerres, mais le monde occidental européen de la fin de l'époque médiévale est parfaitement au courant de ce qui se passe au sud du Sahara, et un certain nombre d'entre eux vont aller s'installer même dans la région de la boucle du Niger et de ce qui deviendra Tombouctou. On en a quelques traces pour le XIVe et le XVe siècle, car il y a un commerce important à faire pour eux. Alors, le commerce, une fois installé sur la boucle du Niger, était pris en charge par des commerçants africains qu'on appelle les Dioula, et les Dioula arrivaient jusqu'à la côte, notamment la côte du Ghana, cette sorte de chose là un petit peu en orange, la côte du Ghana, la côte d'Ivoire. Vous en avez aussi qui arrivaient sur la côte sénégalaise, et ils transportaient des choses absolument extraordinaires par caravane, à pied, et les marchandises étaient transportées sur la tête.
Alors, pour la côte africaine, les connaissements des navires ne nous donnent presque pas d'informations, sauf pour la Sénégambie. Mais les directeurs des forts installés au Ghana, surtout, et puis un peu à Loango, à la limite de l'Angola et du Zaïre actuel, nous donnent beaucoup plus de précision. Et c'est là qu'on sait que les esclaves étaient payés en pièces d'argent essentiellement, et que et non pas du tout à l'aide d'autres choses comme les perles, qui entraient souvent dans le règlement d'autres produits que les esclaves. Et on commence à avoir des chiffres précis pour indiquer le montant de ces paiements en monnaie d'argent, qui pouvaient avoir différentes origines que l'on appelle les réals, les piastres, les livres. Et on a l'impression, à travers la lecture de ces documents, que le lieu de frappe de ces pièces joue un rôle extrêmement peu important. Alors, pour la côte sénégalaise, il y avait à l'embouchure du Sénégal, il y avait une vieille habitude, depuis au moins le XVIe siècle, d'installation de résidents européens, anglais, français essentiellement, et ces résidents étaient partiellement payés en pièces d'argent, en pièces de monnaie d'argent. Et quand la Révolution française est apparue dans l'histoire occidentale, il y a eu un grave problème pour ces régions, puisque l'Angleterre établissant un blocus maritime, les navires français ne pouvaient plus partir sur les côtes africaines, apporter l'argent dont on avait besoin sur place. Alors, le ministre de la Marine en 1790 a pris la décision que des navires viennent s'approvisionner en pièces d'argent dans la péninsule ibérique. Et pendant quelque temps, ces pièces sont venues au secours des résidents et du commerce de l'embouchure du Sénégal. Mais il n'est pas arrivé tout à fait assez de pièces. Et là, je pense que le lieu de frappe avait vraiment très peu d'importance. Il fallait des pièces en argent, puisque c'était le poids d'argent, le titre de la pièce qui comptait. La monnaie avait... les pièces de monnaie ont été coupées en 4 pour qu'il y ait suffisamment de numéraires à circuler, et ont été souvent contremarquées de la lettre RF. Dans les collections des musées, il y a encore quelques échantillons de ces pièces de monnaie. Et alors, dans ce paysage dans lequel on parle très peu de la monnaie, pièces en argent, va apparaître le thaler de Marie-Thérèse, surtout à partir du milieu du XIXe siècle. Alors, le thaler de Marie-Thérèse a été frappé pour tôt. Sa première frappe en Autriche a été de 1754, et il a eu cours jusqu'en 1854 en Autriche. Il a eu plusieurs qualités de frappe, et la définitive a été adoptée en 1765. Et l'Autriche a donc frappé une monnaie d'argent de bon aloi,
avec un titre en argent de qualité, et c'est ce titre en argent qui a été apprécié. Si bien que la Turquie, à partir d'une certaine époque, qui voulait étendre ses possibilités commerciales non seulement à l'est du monde méditerranéen, mais aussi à l'est de l'Afrique, et notamment en Éthiopie qui l'approvisionnait en café, a demandé la possibilité d'utiliser le thaler de Marie-Thérèse pour ses transactions commerciales. Et le thaler de Marie-Thérèse s'est retrouvé à être frappé non seulement en Autriche, mais aussi notamment en Italie, à Trieste, dans le sud de la France, à Marseille, et aussi ailleurs. Et il a été bien souvent distribué par les Hollandais. Donc l'histoire du thaler de Marie-Thérèse est très compliquée. Et ce qui nous intéresse pour l'Afrique, c'est que le thaler est arrivé en Éthiopie, certainement par les voies terrestres. Là, il a été adopté sur place par le souverain éthiopien à la fin du XIXe siècle, à une époque où la notion d'État commençait à devenir un peu plus concrète en Éthiopie. Et le souverain a réussi à en frapper pendant quelques années. Il a frappé aussi des monnaies divisionnaires. Mais ça a eu très peu d'impact sur la distribution de l'argent en Éthiopie, où le pain de sel, la molée, est resté en usage pendant fort longtemps et continue d'avoir une parité avec la monnaie officielle actuelle de l'Éthiopie. Et à l'époque, en Éthiopie, fonctionnaient aussi des dollars. Donc la molée était en parité avec le dollar et la molée. Mais le dollar de Marie-Thérèse est arrivé dans le nord de l'Afrique, et dans le nord de l'Afrique, aussi bien en Algérie qu'en Tripolitaine, en Libye, il est descendu vers le sud du Niger, vers la boucle du Niger, à la limite du Niger et du Nigeria. Un aventurier a saisi une caravane qui transportait des thalers de Marie-Thérèse et s'est fabriqué un véritable petit royaume dans cette région de l'Afrique de l'Ouest pendant quelque temps. Il s'appelait Malan Yavo, et il a distribué à ses ouvriers, à ses paysans, il a distribué ces pièces d'argent qu'il avait saisies, et ils ne pouvaient payer. Pendant le temps qu'il a géré ce territoire, il a obligé les gens à payer en thalers. Bon, ça n'a pas eu de lendemain très conséquent, mais on voit le thaler arriver dans le sud du Nigeria, et on le voit aussi s'installer au moment où les colons essaient de s'implanter en Ubangui, où il est encore dit, mais pour le moment il est assez difficile de faire du terrain en Ubangui, où il est dit que l'on continue d'en frapper, que ce seraient des Libanais qui continuent à frapper le thaler de Marie-Thérèse avec plus ou moins de bonheur, et qu'il continue à être utilisé. Alors, la dernière, je voulais juste vous montrer des petites choses. Je ne vais pas pouvoir passer à la suivante. Je n'arrive pas à passer. Ah voilà. Voilà. Alors, voilà une des vues de frappe du thaler de Marie-Thérèse. Vous l'avez vu hier matin. Vous voyez le profil de la souveraine. Et alors, c'est la qualité du profil et la qualité de l'agrafe
sur l'épaule de la souveraine, qui a souvent servi de critère pour apprécier la qualité de la pièce. Non pas le lieu de frappe, ni l'année de la frappe, mais c'était ce critère-là. Alors, ce que deviennent les monnaies d'argent qui ont survécu en Afrique? Eh bien, maintenant, il y a des gens sur tous les marchés un peu importants qui vendent des pièces de monnaie. Ces pièces de monnaie, certaines sont en argent. Eh bien, le vendeur que j'ai photographié m'a dit très gentiment, eh bien, les gens viennent chercher l'histoire de leur pays en regardant des objets anciens. Mais aussi, peut-être moins maintenant, mais pendant longtemps, les pièces de monnaie en argent ont été réclamées pour payer des compensations sociales, comme ce qu'on appelle nous les dots, et le terme de compensation matrimoniale convient mieux en Afrique puisque la transaction est un peu différente. Donc ces monnaies en argent ne vont pas rentrer dans des circuits à caractère politique. On pourra difficilement parler, comme on en parle surtout ce matin, d'inflation ou de déflation. Elles entrent dans des circuits qui se comptent autrement, qui s'évaluent autrement et qui montrent des rapports plus complexes entre les gens qui amènent ces monnaies et les gens qui les acceptent. Et ensuite les circuits sociaux qui les récupèrent de façon eux-mêmes, de façon compliquée, parce que ça échappe à nos préoccupations à caractère, je trouve, très économique. Donc, je pense que ce type de circuit serait intéressant aussi à utiliser, à étudier dans d'autres régions du monde, parce que cela nous fait rentrer dans d'autres logiques que celles auxquelles nous sommes très souvent habitués, alors que beaucoup d'objets n'ont pas du tout la même appréciation sur place. Donc j'ai terminé, j'espère que vous avez vu la pièce qui circule. We have some time for questions and discussions. Oh, sorry, I didn't see. Josette, je pense que ce problème est très important parce que l'argent, c'est très important dans le circuit économique dans le 6e, 17e et 18e siècle. Parce que ce n'est pas une question, c'est un commentaire. Parce que nous avons au Portugal le problème de l'argent pendant le XVIIIe siècle. Nous n'avons pas des documents qui nous parlent de l'argent. Mais l'argent est très important pour les marchands dans le Brésil et avec la colonie du Sacramento, la colonie du Sacrement. Alors nous avons des circuits aussi économiques. Et quand Portugal perd la colonie du Sacrement, nous avons au Portugal dans la Lisbon Mint, alors dans le, je ne sais pas dire en français, Lisbon Mint, oui, c'est ça, l'hôtel de la monnaie, l'hôtel des monnaies. Nous avons l'argent qui est envoyé pour Angola et Mozambique. Alors, ma opinion, c'est que c'est aussi des circuits sociaux, mais aussi des circuits économiques. Parce que si, par exemple, dans le XVIIIe siècle, nous disons au Portugal que c'est le siècle de l'or, je pense que c'est aussi un siècle de l'argent, mais l'argent ne parle pas. Vous comprenez, ne parle pas parce que le circuit, l'argent ne paie quelques taxes, impôts à l'hôtel de monnaie. Alors nous ne savons pas, mais il y a beaucoup de marchands qui font l'arbitrage entre l'or et l'argent.
Alors, c'est seulement un commentaire parce que je pense que c'est très important et je comprends très bien que dans les connaissements des navires, il n'y a pas d'informations sur les monnaies d'argent parce que l'argent ne parle pas pendant le 18e et surtout pendant le 18e siècle parce que l'or est plus important dans le circuit officieux. Circuit officieux. Officiel. Alors, mon commentaire, c'est surtout sur ce problème et l'importance de voir aussi l'argent frappé à Lisbonne pour les circuits africains, des circuits économiques. Parce que, comme vous savez, le Brésil, c'est très important pendant le XVIIIe siècle. Et alors, c'est seulement un commentaire parce que je pense que ce n'est pas seulement des circuits sociaux, mais aussi circuits économiques. Je ne sais pas si Oui, je suis claire. les circuits économiques sont très difficiles à approcher. Côté africain, je n'ai trouvé comme source documentaire que les rapports des directeurs de forts et les archives qui permettent de publier ces rapports sont très progressivement, très lentement dépouillées. Donc, ces années-ci, on commence à en savoir plus, mais pendant longtemps, on avait vraiment très peu de documents. Et tous les pays ne font pas l'effort de publier les archives des compagnies commerçantes qui ont fonctionné sur la côte africaine, mais aussi dans d'autres régions du monde. Il y a encore un gros travail à faire dessus. Et il faut aussi essayer de travailler sur les documents des différentes banques des États européens pour se faire une idée de ce qui est connu à partir de cette source d'information. Là, j'avoue que moi, je n'ai pas accès à ces documents. Mais il reste un gros travail à faire parce que la monnaie d'or, aussi bien à l'époque médiévale pour le monde dit arabe, qui est très large, que pour l'époque moderne avec les Occidentaux, eh bien, la monnaie la plus importante est l'or. On a des circuits relativement bien connus en Afrique pour l'or, parce qu'il y a deux sources productrices d'or, une qui se situe dans le sud du Sénégal et une autre qui se situe au Ghana. Donc là, pour eux, on a des informations sur l'or et au Ghana, l'or va devenir une véritable monnaie sous la forme de poudre et elle est pesée avec des poids qui sont très, très connus, mais qui ont aussi un rôle plus social, politique qu'économique. Mais l'argent, alors l'argent au Ghana, les pièces en argent étaient conservées par les femmes qui avaient un réel pouvoir et qui ont toujours un gros pouvoir social et politique dans des vases spéciaux, alors que les hommes, les souverains, les grands chefs régionaux avaient des vases eux aussi, mais ils ne mettaient que les pièces d'or. Pièces d'or pour les hommes, pièces d'argent pour les femmes. C'est une vision très particulière de la monnaie. Donc, il faut qu'on arrive à trouver des documents pour savoir comment s'établissait le commerce international en fonction de critères qui ne nous sont pas forcément familiers. Peut-être j'ai mal compris, mais si j'ai bien compris, il y a beaucoup de ces pièces qui sont frappées ailleurs qu'en Autriche, donc à Jamais Marseille. en Afrique. Oui, mais à Marseille ou par des entrepreneurs européens privés. Et donc là, la question, c'est est-ce qu'on a à peu près une idée du pourcentage de vrais thalers de Marie-Thérèse qu'il y a en Afrique? Parce que
Là, on a l'impression qu'il y a très peu de vrais thalers qui arrivent. Ce sont plutôt des faux thalers qui sont produits par des entrepreneurs qui... C'est impossible à vérifier. Parce On a que des échantillons de... mais quelque part, où non? est-ce qu'on va trouver les échantillons? Sur les marchés, par petites quantités. Le reste a servi comme bijou, ou a été refondu. Hein. Alors parfois, la pièce même est portée en collier, hein, comme pendentif, ou mis dans les cheveux, hein, ou mis sur les vêtements pour les orner. Mais bon, ça représente la richesse de la femme. Mais les autres, où est-ce que c'est passé? Et ça a été la même aventure au début de l'époque coloniale pour toute l'argenterie que les colons ont amené avec eux pour les réceptions quand ils s'installaient notamment à Saint-Louis du Sénégal. L'argenterie disparaissait. Le personnel domestique volait les éléments de l'argenterie et l'argenterie se retrouvait fondue et devenaient des bijoux, voilà. Donc c'est un peu confondre les petites cuillères et puis les pièces de monnaie, ça fait un peu anarchique, mais la réalité locale, c'est ça. Hein, on cherche, la pièce de monnaie était souvent utilisée comme matière première.